Livre qui sort, je crois, aujourd'hui même. Absolument. La messe n'est pas dite pour un sursaut Ah, judéo-chrétien il fait chez les la Fayard, promotion mais quand même partout, une là. question Hein. Putain, il nous d'actualité. fait Nicolas chier, lui. Hein. Sarkozy en prison depuis hier. Ça vous touche, ça vous indiffère? Ça me touche beaucoup. Pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez, c'est quand même un événement historique inouï. Dans l'histoire de France, il y a eu 2 chefs d'État qui ont été en prison, c'est Louis XVI et le maréchal Pétain. Donc vous voyez, ça fait pas mal. C'est quand même un événement incroyable. Deuxièmement, je le connaissais bien, je ne suis pas un de ses amis, j'ai été journaliste politique longtemps et donc on est à peu près de la même génération. Donc évidemment que ça me touche personnellement puisque ça me Louis XVI, Pétain, Sarkozy. Franchement, le palmarès. Franchement, le palmarès, les gars. Nah. fait quand même quelque chose Vous de lui avez voir. envoyé un message? Je lui ai envoyé un message, absolument. Pour lui dire quoi? Pour lui dire bon courage, quoi. Pour lui dire c'est pas évident, j'imagine, de passer des nuits en prison. Voilà. Et il a répondu quoi? Qu'il me remerciait du message que je lui avais envoyé, voilà. Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour lui? Parce que finalement, j'entends aussi des Français dire c'est un justiciable comme les autres. S'il a fauté, s'il a été condamné, il doit faire sa peine. C'est une question. D'abord, c'est pas vrai que c'est un justiciable comme les autres. Il a été président de la République. C'est un mensonge qu'on se fait. Bien sûr que tout le monde est. Nous sommes tous égaux, etc. Mais on voit bien qu'il y a des statuts différents. Il a été président de la République pour la France, dans la France dans le monde. Il a représenté la France dans le monde. Deuxièmement, ça pose une question fondamentale. Qui est ce jugement, c'est-à-dire, en gros, les juges reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de preuves, et pourtant, parce qu'ils estiment qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir, ils vont chercher une association de malfaiteurs, d'ailleurs, qui avait été supprimée par Robert Badinter et rétablie par Jacques Chirac. C'est ça qui est amusant. On est à front renversé, mais c'est habituel dans la politique et dans l'histoire. Et ils trouvent cette association de malfaiteurs pour quand même le punir. On voit bien qu'il y a une recherche. En fait, ils se sont dit, on sait qu'il est coupable. Je mets on sait entre guillemets, évidemment. On est persuadé, on est convaincu qu'il est coupable. Il n'y a pas de preuve, mais tant pis. Normalement, la justice, et parfois c'est même un déni de justice, parce qu'il y a des vrais coupables qui passent au travers du filet, hein, il ne faut pas se cacher les choses, mais normalement, la justice, c'est, on pense qu'il est coupable, mais on n'a pas de preuve, on est obligé de le relâcher. D'ailleurs, des juges, souvent, font ça pour les petits délinquants, et ça les gêne pas. Vous voyez, c'est tout ça, mais la justice est le sujet majeur de la République. Je me permets de citer un de mes livres, puisque vous allez parler du dernier. J'ai écrit en 1997 le coup d'état des juges, où je faisais déjà un tableau de l'évolution de cette justice qui prend le pouvoir. Oui. Et pourquoi faire? Pour prendre le pouvoir, parce qu'ils estiment... Prendre le pouvoir, franchement, c'est... Vous voyez, les gars, c'est... Encore une fois, là, on est un peu dans du complot, genre. Les politiques qui te disent matin, midi, soir que la justice, c'est indépendant de l'État, etc. Il y a une séparation, blablabla. Mais quand t'as des mecs... On avait écouté hier des extraits de CNews avec Nadine Morano, elle était invitée, Rachel Kahn et tous les mecs d'extrême droite. Évidemment, leur mission, en quelque sorte, leur mission, c'est de montrer à la France entière, parce que ça fait des millions de téléspectateurs, hein, c'est de montrer à la France entière que Nicolas Sarkozy est innocent. Voilà, il y a cette volonté, cette narration de dire, les gars, dans la tête des Français, Sarkozy est innocent, n'écoutez pas les juges, n'écoutez pas la liste de tous les méfaits qu'il a pu faire et qu'il a fait, il a été condamné pour ça. Mais bon, c'est comme d'habitude les mecs, hein, les mêmes méthodes, hein, j'espère. Bon, là, on a vu que Truchot, il a fait un peu son travail, je mets quand même des guillemets, il a fait un peu son travail en mettant la question de c'est pas finalement injusticiable comme un autre ou pas? On les goumera tous. Non mais, dans le chat, hier, même aujourd'hui, vous dites la même chose. Moi j'aime bien les gars, j'apprécie. Qu'ils se considèrent comme des chevaliers blancs. Ils pensent qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias, ça c'est contre les politiques. Et par ailleurs, ils pensent qu'ils doivent imposer la morale, les droits de l'homme, une espèce de nouvelle religion. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, on appelait les juges des prêtres. Ils ne se sont jamais départis au fond, dans leur inconscient, de ce rôle-là. Ils se considèrent comme des prêtres de la nouvelle religion, les droits de l'homme. Alors, vous Vous parlez n'avez des pas une prêtres. pensée pour les victimes de l'attentat du DC-10? Parce que mine de rien, au milieu de toute cette affaire, c'est un peu ça le moment qui revient un peu, c'est que quand même il envoie ses 2 meilleurs amis rencontrer le terroriste. Vous avez raison. Il y a quand même une pensée à avoir pour ces gens, parce que moi je connais des gens, dont le président d'une association où je suis, qui a perdu quelqu'un dans l'attentat du DC-10. Mais je vous comprends, mes chers Je suis monsieur. content de voir Sarkozy en prison. Je comprends. Je vais vous dire, je ne juge pas Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas il est innocent, il est coupable. J'essaye d'analyser la décision de justice et l'effet que ça a, et dans l'histoire de France, et par rapport aux autres pays.
Le reste appartient à notre conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Je Mais les actes de ne me Sarkozy sont- positionne pas là-dessus. Il a mis Alors, les pieds dans le on va plat, lui. parler- Hein. on va parler du livre, mais il y a une autre actualité qui fait énormément Il a réagir. mis les C'est pieds le dans le casse plat, du hein. Louvre. D'ailleurs, la présidence Laurence Descartes sera auditionnée tout à l'heure au Sénat. On s'est interrogé tout à l'heure dans les grandes gueules. Elle est toujours en place. On se dit finalement. D'ailleurs, les gars, il y aura une petite parenthèse sur le Louvre tout à l'heure quand on va faire la revue de presse. Mais j'ai encore vu aujourd'hui, parce que c'était l'audition de la directrice du Louvre. Moi, ce qui me tabasse, les amis, et je le répète depuis 3 jours en stream, si là, on voit bien que les journalistes se posent la question de est-ce qu'il faut qu'elle démissionne? Est-ce qu'il faut la virer, la directrice du Louvre? Je le répète, les amis, hein, pourquoi ça pose pas la question de Rachida Dati? Posez-vous les bonnes questions, le chat. Parce que, évidemment, si on pose la question de Rachida Dati, est-ce qu'elle doit être virée elle aussi du ministère de la Culture? Ils vont pas dégrader son image alors que les municipales arrivent en 2026. Elle concourt pour la mairie de Paris. Si t'as une Rachida Dati virée parce qu'on va dire un peu qu'elle est responsable du cambriolage du musée du Louvre, ça va faire tâche sur le CV, les gars. Ça va faire tâche sur le CV. Donc Rachida Dati, elle est protégée par une bulle politico-médiatique. C'est à vomir. Je vous le dis, les gars, c'est à vomir. Et oui, Anso, je suis d'accord avec toi. Il y a une chaîne de responsabilité, mais totalement dédouaner Rachida Dati de ses responsabilités, c'est une dinguerie. Voilà, je le dis, les gars, c'est une dinguerie. Mais ça participe à cette volonté de maintenir une image positive de Rachida Dati en vue des municipales de 2026. Vous voyez, par exemple, elle a un procès au cul parce qu'elle n'a pas correctement déclaré son patrimoine. Ça n'a pas fait trop de buzz, hein. Et il y avait aussi un conflit d'intérêts avec une entreprise, je crois. Ça n'a pas fait grand buzz, hein. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, hein. Il faut la préserver pour 2026, les mecs, hein. Eh oui. Ne soyez pas stupides, le chat. Finalement, plus personne assume ses Elle responsabilités risque dans d'être ce pays. élue de Est-ce Paris, que en c'est plus, votre les mecs, sentiment? hein. Ça, je suis tellement d'accord avec vous. Elle risque J'ai d'être élue, revu, hein. j'ai retrouvé en 1911, je crois, quand la Joconde a été volée, le directeur du Louvre a immédiatement démissionné. Ah ouais. Vous voyez, c'est une autre époque où on se sentait responsable de quelque chose. Évidemment que cette dame devrait démissionner et évidemment que la ministre de la Culture devrait faire de même. Madame Dati. Ah Ah On y est, les gars. Ok. T'avais Éric Zemmour et hier t'avais merde, comment il s'appelle? Jean-Michel Apathy. Bien. Petit pressing. Elle est responsable aussi. Je veux dire, on ne peut pas être ministre de la Culture et On ne pas y être est. responsable du Louvre, qui est la vitrine avec Versailles de toute la culture française. Et vous savez, je me Macron a disais refusé ça la démission en observant un peu la ce directrice cas du Louvre. inouï. En plus, vous savez, le crève-cœur que c'est pour moi, en amoureux de Napoléon, que de toucher à cela. Je me disais aussi, il y a 20 ans, à peu près 20 ans, oui, quand a commencé, vous savez, la querelle autour de ce qu'on appelait les déclinistes. Ces déclinistes étaient souvent critiqués, mais ils répondaient on ne va plus avoir d'industrie, on va devenir un grand musée. Uniquement. Et c'était à l'époque pour dire, vous voyez, on ne va pas rester grand-chose. Mais aujourd'hui, on n'arrive même plus à être un musée, quoi. Le musée est volé. C'est quand même, là, comme décadence, on peut difficilement faire signe plus frappant. C'est un peu la honte, en fait. Oui, si vous voulez dire ça comme ça. Comme on dit. Mais D'ailleurs, j'en ai discuté avec un pote à moi qui avait écouté mon stream et il participait avec vous dans le chat pour dire ouais, Dauphin, on s'en bat les couilles des bijoux du roi ou de je ne sais pas quoi, de l'impératrice de France, on s'en fout, c'est la bourgeoisie. Il a rétropédalé aujourd'hui, quand j'ai discuté avec lui, il a rétropédalé, il a dit mais Dauphin, en fait, finalement, j'avoue que c'est pas fou ce qui se passe. Genre, le Louvre, ok, c'est le symbole de la bourgeoisie, mais ça fait partie de l'histoire de la France. Ça fait partie de notre passé, de notre héritage. Donc j'avoue que braquer le Louvre, avoir volé ses bijoux, c'est un coup de poignard à la culture française. C'est le patrimoine français. C'est pour ça que moi, j'ai pas trouvé ça drôle. On peut trouver tous les défauts possibles à la bourgeoisie française. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'avoue, les gars, on nous voit en singe. La culture française a été souillée. On a volé nos bijoux de famille. Ouais, ramenez les bijoux de famille, s'il vous plaît. Genre, ok, c'est des babioles. Ok, c'est des bijoux. Mais allez en dehors de ça, le chat. Vous dites rien à foutre, pas de problème. Mais réfléchissez encore plus loin. Genre, quel est le symbole? Quel est le message derrière? Moi, je trouve ça triste. Je t'avoue, Dauphin, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça triste un peu. Hein. La télé t'a bouilli. Mais non, les mecs, j'ai pas besoin de la télévision pour me faire mon avis. Je dis simplement que d'avoir
d'avoir souillé notre culture française, ça fait un petit peu mal. Genre, il y a des personnes qui visitent les musées, il y a des Français qui visitent aussi le musée du Louvre, des Français qui adorent la culture, qui adorent la peinture, qui adorent l'art de manière générale. Excusez-moi les gars, c'est pas quelque chose de drôle. Je suis désolé de le dire, les mecs, c'était pas quelque chose de drôle. Mathieu Burgalassi faisait remarquer que quand un riche achète un Van Gogh, que personne ne peut voir pendant un siècle, personne ne gueule, mais quand des mecs volent le Louvre, on gueule. Qui vole le plus l'art? Après, les gars, les riches, alors, je vais vous dire la vérité, un riche qui s'accapare des tableaux de peintres extrêmement connus, c'est des enculés. Au moins, je suis honnête, les gars. Si on parle des grands acheteurs qui prennent des tableaux dans les ventes aux enchères, etc., c'est la même chose pour moi, hein. C'est la même chose pour moi, j'ai pas de problème à le dire. Vraiment, j'ai aucun problème à le dire. Mais rendez les bijoux de la couronne. Rendez-les. Heureusement. Et ça, je suis d'accord avec toi, Wallace. La facilité du vol, ça traduit aussi d'un pays qui est vraiment à la dérive, les mecs, hein. La France de Macron, c'est dur quand même. C'est dur. Ah, pour avoir vu Lupin, les plans sophistiqués pour aller cambrioler le Louvre, etc. Omar Sy, tout ça. T'as un pélo en gilet jaune, 7 minutes chronométrées. Bruh. Ça traduit d'une France à la dérive, frère. Bruh. On a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui se débrouille pas mal. Sans majorité, il a réussi à sauver sa peau en passant un accord avec les socialistes autour de la réforme des retraites. Ses prestations à l'Assemblée sont plutôt saluées parce que finalement on comprend ce qu'il dit. C'est pas toujours le cas avec certains responsables politiques. Et que cet homme que les Français ne connaissaient pas découvre. En plus, c'était c'est un élu, donc il connaissait un peu aussi la politique. Vous trouvez bien Lecornu dans ce marasme politique? Je le trouve malin. Malin, il est malin, c'est déjà pas mal. Comment vous dire? Il fait exactement ce que je croyais que François Bayrou allait faire. Et manifestement qu'il n'a pas fait. Je veux dire par là qu'il va tout donner aux socialistes pour ne pas être censuré. Bon. Évidemment, je suis contre. Je suis opposé à cela, puisque je suis opposé à tout ce que proposent les socialistes, à peu près. Mais je voudrais dire quelque chose qui peut vous paraître paradoxal, mais je suis sûr que vous allez me comprendre. Je trouve que les socialistes nous donnent et donnent aux autres groupes parlementaires une leçon d'efficacité politique. Je veux dire par là que le Rassemblement national et LR avaient dans leurs mains les gouvernements Barnier et Bayrou. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont exigé? Est-ce qu'ils ont exigé, je ne sais pas moi, la fin des visas avec les Algériens? Est-ce qu'ils ont exigé la suppression de l'AME? Ils auraient pu dire, comme les socialistes, c'est ça ou censure. Non. Ils n'ont rien fait de leurs députés. Ça me frappe beaucoup. Alors que les socialistes, eux, sont efficaces, ils sont politiques. Sans participer au gouvernement en plus. Vous savez, si vous remontez... Le constat n'est pas bête. Le constat n'est pas bête. D'ailleurs, alors je ne l'ai pas écouté hier parce que vas-y en stream, j'aime pas trop le personnage. Mais de ce que j'ai vu sur les petits papiers presse, tout ça, Laurent Wauquiez n'exclut pas de censurer. En fait, là où je suis d'accord avec Zemmour, c'est que il y a des partis politiques qui participent vraiment au débat démocratique où il y a l'enjeu de la censure ou pas, chantage, etc. Par exemple, le Parti Socialiste qui essaie de gratter des victoires. Bon, avec leur méthode, on peut déplorer la méthode, on peut, voilà, bref. Mais mec, les Républicains, ils font quoi en fait? Les Républicains, ils font quoi? Ils sont aux abonnés absents, gros. C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de censure, il n'y a rien du tout. Ils participent à rien, il y a que des déclarations. Je sais pas c'est quoi leur stratégie pour 2027, mais il y a rien, mec, il y a rien, c'est le vide, c'est vraiment le vide. Zéro conviction les LR, mais ouais, c'est le vide absolu, mon gars. Donc là, qui est d'accord avec Zemmour, je suis d'accord sur l'analyse, parce que factuellement, les mecs, on a regardé la vie politique à travers mes streams. Je pense qu'on est tous d'accord, le chat, pour dire que les Républicains, c'est des putains de fantômes, mec, hein. Des putains de fantômes. Ils se font discrets, exactement. Exactement. Après, ils ont gratté des ministères. Ah, mec, pourquoi, en fait? En fait, derrière, tu te manges une censure, démission de François Bayrou. Enfin, excusez-moi, les mecs, tout ça, pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à gratter? Des ministères, ok, mais pour quelle victoire? Pour quelle victoire, genre? Dans l'histoire,
ce que vous venez de dire s'appelle le soutien sans participation. C'est même une invention historique des socialistes à la fin du 19e siècle, quand ils soutenaient les gouvernements républicains, mais qu'ils ne voulaient pas participer. C'était l'époque du grand Jaurès. Donc c'est un classique chez les socialistes. Ils sont plus malins que les LR. Ils sont plus malins que les LR et que les RN. Olivier Faure plus malin que Bruno Retailleau. Ah non, mais ils sont Jure, le PS a gratté quoi? Alors, à la différence, alors je vais me répéter comme la semaine dernière, les mecs, le PS a gratté quoi? Ils ont gratté une couverture médiatique, absolument tous les médias voulaient Olivier Faure, voulaient la plupart des gros députés, des grosses têtes pensantes du PS pour discuter, etc. Et ils ont pu dérouler leur stratégie qu'on peut déplorer sur mon stream par exemple, mais dans la conscience du français, ils se disent que les socialistes ont potentiellement gratté des points de respectabilité. C'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc attention, ils sont plus au devant de la scène que les Républicains par exemple. Parce que les Républicains, ils ont 50 députés, mais il n'y a pas de... Mec, ils font... Les gars, s'il vous plaît, on se met d'accord sur une chose, c'est qu'ils font acte de présence quand même. Ils font acte de présence. Merci Rebound pour les 29 mois de sub. Merci mon gars. Merci mon gars. Le PS vient chier sur le... Mais les gars, on peut se mettre d'accord, il n'y a aucun souci. C'est parce qu'on est sur mon stream que vous dites que le PS a chié sur les Français. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec le constat. Mais allez plus loin. Allez plus loin dans la réflexion. Vous pensez que là, le PS n'ont pas gratté quelques points de respectabilité? Bon, en fonction des régions, évidemment. En fonction des régions. Parce que j'avoue qu'à Saint-Denis, là... À Saint-Denis, le PS est mort, sa mère. Hein. Le PS est bien mort. Ils ont perdu des électeurs. Peut-être, les mecs, hein, peut-être que ça va se traduire avec des pertes d'électeurs. Mais on verra, les mecs. Hein. On verra. Hein. Donc là, tu verras que le PS a perdu Lille, Marseille et Paris. Ils ont rien gagné. Tant mieux, les gars. Tant mieux, genre, littéralement. Je suis pour. Excusez-moi. Là, mon maire, je crois que le maire de Saint-Denis, c'est un maire PS. S'il saute, il saute. Mais pour l'instant, on n'en sait rien, les mecs. On n'en sait rien. 2026, c'est pas si loin, mais ça arrive bientôt, les gars. Malin et que les LR et que les RN. Au moins, et je dirais pas plus malin. Sans ironie. Ouais. Parce que Exactement, Dofla, tu as raison. Jean-Michel Normy, il croit que les retraites est suspendues et il comprendra rien, à tout le bordel du PLFSS. Exactement, c'est Cli. Mais c'est exactement ce que j'explique au chat, mais c'est pas grave si vous comprenez pas un peu mon chemin de pensée. Enfin, pas tout le monde, mais quelques personnes. C'est pas grave. Je dirais plus efficace, plus politique. Ils utilisent leurs députés. Les autres n'en font rien. Donc on a un gouvernement socialiste sans socialiste. Exactement. Oui, comme mais après tout, Macron vient. Les institutions sont gouvernées par les socialistes. Vous avez tout à fait raison. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, ils y ont mis que des socialistes. Hein. Bah, des PS, même pas des macronistes. Nommé souvent par Emmanuel Macron. Oui, mais il a été le secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. Bon, bah, oui. Non, mais ça, Barbara Lefebvre n'a pas tort. Je me souviens pendant la présidentielle, quand j'ai eu une altercation avec Laurent Fabius, qui était président du Conseil constitutionnel, qui m'avait dit Zemmour n'a pas le droit de faire un référendum sur l'immigration, je l'empêcherai. Et j'avais effectivement à cette occasion dit toutes les institutions judiciaires sont dirigées par des socialistes, alors qu'ils font 1,7% à la présidentielle. Et un référendum sur les retraites, ça serait une bonne idée? C'est Emmanuel Macron qui l'a suggéré hier, un peu comme ça, par surprise. Vous savez, ça fait 7 ans qu'il nous promet des référendums, il n'en fait jamais. Donc moi, je vais pas. Moi, je sais le sujet du référendum, je l'utilise pour l'immigration et pour réformer la Constitution, pour remettre dans son lit le Conseil constitutionnel qui en a débordé depuis longtemps et qui gouverne. On en revient à mon histoire de coup d'État des juges, qui gouverne à la place du gouvernement alors que c'est un coup d'État constitutionnel pour le coup, puisque jamais le général de Gaulle et Michel Debré n'auraient... J'ai des phrases à n'en plus savoir qu'en faire. Je peux vous faire toute l'émission avec des citations du général de Gaulle et de Michel Debré contre le gouvernement des juges. Alors on va parler de ce livre. Est-ce qu'on peut comment dire ça? Est-ce qu'on peut supprimer le Conseil constitutionnel? Parce qu'il y a des personnalités d'extrême droite qui en parlent, mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que en termes de crédibilité, c'est possible? Supprimer le Conseil constitutionnel, c'est quelque chose... C'est un geste fort quand même. La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien. Les grandes gueules l'ont lu attentivement chez Fayard. C'est plus Éric Zemmour, c'est l'abbé Zemmour. Parce que Éric Zemmour, vous êtes juif, et alors là, on a l'impression que vous êtes plus chrétien que les chrétiens, plus catho que les cathos. C'est drôle ce que vous dites. Vous savez, quand j'étais ado... Alors, le seul moyen de supprimer le Conseil constitutionnel, c'est de réviser la Constitution. Ok. Le Conseil constitutionnel est une institution constitutionnelle prévue par la Constitution de la 5e République, notamment dans les articles 56 à 63.
Il en est donc une composante essentielle. Il garantit la conformité des lois à la Constitution, supervise certaines élections et référendums, et veille au respect des droits fondamentaux via la QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité. Pour la supprimer, il faudrait modifier la Constitution. Donc ça doit être proposé par le président de la République sur proposition du Premier ministre ou par les membres du Parlement. Elle doit être adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, soumise à référendum, adoptée par le Congrès, donc les deux chambres à Versailles, et à la majorité des 3/5. Donc oui, le Conseil constitutionnel pourrait théoriquement être supprimé, mais uniquement par une révision de la Constitution selon cette procédure. En pratique, ce serait extrêmement difficile de supprimer le Conseil. Waouh. Ok. Ok. Adolescent, je rêvais devant le fameux tableau, vous savez, qu'on voit Richelieu en rouge au siège de La Rochelle, avec son épée au fourreau, et je trouvais que c'était la synthèse absolue de l'histoire de France. Je trouvais ça absolument magique, et je rêvais d'être Richelieu devant La Rochelle. Non, alors, oui... Wesh, le regard du journaliste. Être Richelieu devant La Rochelle. Non, alors... Rêver d'être Richelieu, carrément. Tout ça est un orgasme. Oui, vous savez, j'ai commencé par ça. Il y a 2 pages sur ma famille, ma tradition, d'où je viens. Vous savez, la vieille pratique des communistes, des marxistes. D'où tu parles? Je pense que c'est très intéressant de dire d'où on parle pour ne pas tromper les gens et pour dire, voilà, moi je suis élevé dans une famille juive, on respectait les traditions et j'ai découvert le christianisme au fur et à mesure de ma jeunesse. J'ai lu Pascal, qui m'a complètement fasciné. Je suis un admirateur absolument inconsidéré de Blaise Pascal. Vous savez, le génie effrayant, comme disait Chateaubriand. Puis, j'ai découvert les églises. J'ai trouvé ça sublime. Donc, je rentre dans des églises partout où je peux, que ça soit en France ou en Italie. Puis, on m'a fait découvrir la musique sacrée, Bach, le Stabat Mater de Pergolèse. Putain, mais il est plus chrétien, il est plus chrétien que juif, en fait, Éric Zemmour. Il bande sur le catholicisme. Il bande sur ma religion, ce petit con, là. Merci, Dadou, pour le sub. Je suis tombé en extase. Donc, c'est pour vous dire que je me suis complètement imprégné de la culture chrétienne et j'ai compris, en vieillissant, en lisant, etc., qu'en fait, c'était tout simplement parce que je devenais français. Et qu'on ne peut pas être français si on n'est pas imprégné de cette culture chrétienne. On est obligé d'avoir ces racines chrétiennes pour être français. Non. Enfin, cette culture chrétienne. J'oblige rien. Non. J'oblige rien. Non, je pense que, effectivement, si on veut être français, vraiment français, assimilé à la France, agrégé au peuple français, effectivement, on doit s'imprégner de la culture chrétienne. Catholique. Ça ne veut pas dire catholique. Vous avez tout à fait raison, catholique. Ça ne veut pas dire qu'on va se convertir, ça ne veut pas dire qu'on va adopter le dogme catholique. Vous n'êtes pas converti. Non, je vous explique. Vous savez, le catholicisme, et Barbara a tout à fait raison de préciser le catholicisme. Le catholicisme, c'est une foi et une identité. Moi, je n'ai pas reçu cette foi, c'est un don. La foi, c'est d'ailleurs le génie du christianisme. C'est le christianisme qui invente une religion, contrairement à toutes les autres, qui se repose sur la pratique et sur un code juridique. Le christianisme invente une religion qui repose sur la foi. C'est pour ça que le christianisme invente l'individu, parce que cette foi, elle est intérieure. Et donc l'individu qui a un contact direct avec Dieu, et qui... Là, c'est un cours de théologie, hein. Là, tous les mecs qui sont athées sur mon chat, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais Dieu n'existe pas. Mais qui raconte quoi? Le petit Jésus, blablabla. » Là, je vous vois venir les athées de mon chat, là. Je vous vois venir, hein. C'est vrai que là, on est sur un cours de théologie, hein. Et libre. Vous comprenez, tout ça est le produit de la civilisation chrétienne. Donc c'est ça que j'aime. Et évidemment, encore une fois, je pense que la France... sans le christianisme n'est plus la France, et c'est pour ça que vous me taquinez, mais à la vérité, c'est que oui, je défends la culture chrétienne parce que je veux continuer, et nous voulons continuer à vivre en France. Donc c'est un sujet qui me... Mais il faut savoir, les amis, qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient être d'accord avec lui, hein, enfin qui vont être d'accord avec lui. Parce que tous les pratiquants catholiques qui sont très conservateurs, etc., ils doivent penser la même chose qu'Éric Zemmour. Hein. Le fait qu'il y ait moins de fréquentation dans les églises, c'est une perte d'identité française. Le fait qu'il y ait moins de pratiquants de manière générale, c'est une perte d'identité française. Il y a des personnes qui sont tellement d'accord avec ça, alors que la France ne repose pas uniquement que sur le catholicisme. Tu peux être français sans connaître par cœur la Bible, sans connaître par cœur l'histoire la relation entre le catholicisme et la France. Enfin, excusez-moi les gars, voilà là, le constat de Zemmour. Et pourtant, je suis catholique moins pratiquant qu'avant. Mais de dire ça, je trouve ça un peu fort de café quand même. Hein. Il mélange tout. Mais ouais, enfin, t'as différentes manières d'être français.
d'épouser la culture française sans passer par l'obligation d'épouser, on va dire, la culture catholique. La France est un état séculaire. Putain, le mot séculaire, ça me fait trop penser à Dofus. Il y avait une arme sur Dofus qui s'appelait... il y avait le... Je sais plus c'est quoi comme arme, mais il y avait le mot séculaire. Le mot est séculaire. Je vais chercher sur le dictionnaire ce que c'est que séculaire. Le bâton séculaire, voilà. Le bâton séculaire. Mais c'est dans LOL, ça, je crois. Passionne. J'ai confondu avec LOL, je crois. Depuis longtemps. J'avais retenu cette phrase, le 21e siècle. Non, il y avait une panoplie séculaire, voilà, c'est ça. La panoplie séculaire sur Dofus. Ouais, les gars, ouais, Dofus, ouais. Je m'en souviens. Vous êtes fous, quoi. Et sur LoL, t'as le bâton séculaire. Vous avez pas confondu avec le bâton du vide? Ah, vous avez confondu avec Dofus et LoL. Ah, attends, non, bâton séculaire. Ah ouais, il y a vraiment une arme qui s'appelle le bâton séculaire sur LoL. Putain, je suis mort. Religieux ou pas, sera religieux ou pas. Et il y a une vérité, la phrase est mal comprise parce qu'on pense qu'on va parler de... Séculaire qui a lieu tous les 100 ans, qui existe depuis un siècle, plusieurs siècles. Le mot séculaire, qui est très ancien, qui existe depuis un temps immémorial. Ok, séculaire. De guerre, de religion, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la relation à la foi, au sens, mais vous, et c'est ce qui est intéressant, vous ne parlez pas de la foi, vous parlez de la religion comme structure, si j'ai bien compris, et vous ne faites pas non plus la chasse, parce que je sais, lorsque vous allez être interviewé, finalement vous parlerez que de ça, vous ne faites pas la chasse à l'islam ou au wok, c'est pas du tout la question. Merci de l'avoir lu et de l'avoir compris, je vous remercie. Oui. Non, mais la question, c'est vraiment comment le catholicisme est une structure, et pourquoi, pour vous, c'est une structure. Pour comprendre, comme je l'ai compris, moi, il faut remonter à votre enfance, non pas le côté vous êtes juif, Salomon, mais pour le côté, lorsque vous dites, j'aime beaucoup cette phrase, pour comprendre un homme, regardez le monde tel qu'il était quand il avait 20 ans. Napoléon. Et pour vous comprendre, il faut regarder le monde tel qu'il était lorsque vous aviez Napoléon, 20 ans. putain. Et comment vous, votre mère, vous a dit, bah, voilà, on peut avoir tout ce qui est signe extérieur de religiosité pour vous, en tant que juif, il fallait non pas le cacher par honte, mais le garder dans l'intime. Et pour vous, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Kenzo. Ce qui me choque, c'est surtout les conneries racontées sur l'identité et la soi-disant nécessité de l'assimilation. Bah, tu vois, aux yeux de l'extrême droite, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, merci Norelia pour le sub, 33 mois de sub, merci à toi. Je sais plus si je t'ai remercié, mais bref, je m'en souviens plus. Le principe d'assimilation est une vaste blague en France. Pourquoi? Parce que aux yeux de la droite et l'extrême droite, tant que tu n'as pas épousé la France catholique, tu ne pourras jamais être assimilé. C'est ça, les gars, c'est ça. C'est pour ça que le blanc, le blanc, même étranger, par exemple, je me rappelle, il y avait un reportage sur le principe d'intégration en France, la carte d'identité française, et il y avait un Américain. Pour l'extrême droite, le blanc américain, en tout cas le blanc de manière générale, peut mieux s'assimiler, parce que comme il vient de l'Occident, il y a de fortes chances qu'il s'assimile à la culture catholique. Alors que si c'est un noir, mais pas un noir d'Afrique, parce qu'en Afrique, il faut savoir qu'il y a aussi des catholiques, mais là, je parle vraiment de l'Afrique musulmane. Un noir comme un arabe, il a moins de chances de réussir son assimilation parce qu'il a moins de chances de s'intéresser à la culture catholique française. C'est pour ça que ça sert à rien pour vous, les arabes, d'aller voter pour l'extrême droite. Ces mecs-là vous détestent. Ces mecs-là vous détestent. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez, ces mecs-là vont jamais vous voir comme un véritable Français assimilé. Parce que, à ses yeux, tu n'as jamais épousé cette culture catholique. Alors, un arabe qui connaît sur le bout des doigts la relation entre la France et le catholicisme, putain, j'ai un grand respect pour lui. Hein. Alors lui, peut-être que c'est le premier assimilé officiel reconnu par l'extrême droite. Voilà, donc peut-être que c'est le 0,0001%, peut-être. Je pense que vous théorisez trop, assimilé ou pas, ils vous voient comme des singes. Ça c'est vrai, ça. Si on veut être rationnel, ces fils de pute nous voient comme des singes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars? Donc là, même si tu deviens chrétien, ils trouveront autre chose, ces fils de pute. Ouais, peut-être. Bah, quand tu vois, bah, le meilleur exemple, Jean Messia. Vous savez que Jean Messia, donc voilà, la Bible, tout ça, Jean, il a changé, je crois, pas son nom de famille, mais putain, son deuxième prénom, je crois, un truc comme ça, pour mieux s'assimiler, il a supprimé son prénom. Le mec qui nous parle beaucoup de catholicisme et des juifs, donc là, on est vraiment sur la civilisation judéo-chrétienne, alors que le mec, il est égyptien.
Voilà, c'est peut-être le 0,01%. Je dis pas qu'il est musulman, j'ai pas dit ça, parce que je crois qu'il est copte, mais je suis pas sûr, les mecs, je suis pas sûr. Mais bref. Non, mais si, hein, c'est littéralement lui, quoi. C'est littéralement lui. Voilà. Mais ça veut dire le chrétien en arabe. Ah ouais? Putain. Rencontré Pascal, grande révélation. Ça, je partage parce que c'était une grande révélation quand j'ai rencontré Pascal. Et je pense qu'on n'est plus le même après avoir lu Pascal et le pari pascalien et que c'est vraiment sous-coté dans les études en France. Donc sur ça, je vous rejoins à 100%. Sur Kundera, je vous rejoins à 100% pour ces lectures que je recommande. Maintenant, j'ai deux questions. La première, vous vous mettez un peu en scène comme seul sur cette question de rassembler les droites autour de cette question. Alors que j'ai l'impression, vous voyez, il y a un milliardaire catholique qui a le projet, c'est Pierre-Édouard Thérin, qui a le projet Périclès. Donc ma première question, comment vous vous situez par rapport à lui? Puisqu'apparemment, en tout cas sur le papier, il dit un peu la même chose que vous, s'unir autour de ça, première chose. Deuxième question, qu'est-ce que vous faites des catholiques de gauche? Puisque dans la question, ça existe et ça pourrait même, je pourrais même aller plus loin, on pourrait même parler, ils n'ont pas saisi la question, mais pourquoi pas des catholiques d'extrême gauche, puisqu'on pourrait voir dans Jésus celui qui chasse les marchands du temple, donc le Jésus comme première figure anticapitaliste. Jésus anticapitaliste, j'aime bien. Je vais loin, mais pourquoi pas? Et Zemmour, deux questions. Deux questions et surtout un préambule très intéressant. Et si je voulais être moqueur, je dirais que le préambule était plus intéressant que la question. Le préambule, vous dites exactement, vous avez tout à fait raison. Je viens d'une tradition qu'on appelait israélite. C'est-à-dire que nous sommes des juifs d'Algérie. La France nous a donné la nationalité française en 1870 parce que, et c'est le plus important que les gens oublient toujours, parce que les Juifs d'Algérie ont renoncé à ce qu'on appelait sous la colonisation le statut personnel, c'est-à-dire le fait d'être réglé juridiquement par la religion. Et c'est exactement ce que les musulmans d'Algérie ont refusé. On dit toujours le colonisateur a choisi les Juifs contre les musulmans. Non, c'est les Juifs qui ont accepté la condition républicaine de supprimer le statut personnel et donc de se soumettre au code civil napoléonien, alors que les musulmans ont refusé. Donc nous sommes élevés là-dedans. Et évidemment que c'est ça la véritable conception de la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité, ça doit mettre de côté dans l'espace public. Il avoue que sa communauté a collaboré. Vous savez qu'on avait vu tout ça l'année dernière, les mecs, hein. On avait vu des sources, etc., comme quoi les Juifs ont accepté, les Juifs d'Algérie ont accepté d'épouser la nationalité française, les musulmans ont refusé, et du coup, ça a donné ça. Le religieux et le divin pour permettre un débat rationnel et que chacun ose penser par lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me traite volontiers d'islamophobe, alors que je demande simplement à l'islam d'appliquer ce que les juifs ont fait, ce que les catholiques ont fait, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, votre première question. Monsieur Stérin, je le connais. Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. Effectivement, c'est un catholique sincère et qui veut, lui aussi, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis seul du tout, je répondrai à cette question, qui veut effectivement que la tradition chrétienne soit plus visible, soit plus active et plus puissante en France, et je l'approuve tout à fait là-dessus. Vous savez, notre problème historique, et j'en parle dans le livre évidemment, c'est que la Révolution puis la République ont pris un parti pris anti-catholique et qui ont tout fait pour détruire la religion catholique, pour la remplacer par la religion des droits de l'homme, socialisme, etc., etc. Et on le paye aujourd'hui d'une déchristianisation massive. Donc, après, moi, je suis désolé, hein. Franchement, si la religion, le jour où la religion catholique aura plus de buzz, déjà, il faudrait commencer par booster la natalité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une baisse de natalité en France. Eux, ils veulent des bébés blancs, mais ils veulent des bébés blancs catholiques. Le problème, c'est que vous voyez pas qu'il y a un souci, en fait, dans la démographie française. Il y a un souci. Genre, littéralement, c'est... Je ne sais pas si un jour le christianisme récupérera du buzz en France. On tend vraiment vers une république de plus en plus laïque et la population française est de plus en plus athée, moins pratiquante en tout cas. Donc c'est une chimère, hein. C'est littéralement une chimère, les gars. C'est fini, ça n'existera pas. C'est pas possible, genre, ce n'est pas possible. Voilà pour votre première question. La deuxième question, je me souviens plus. Sur la gauche. Sur la gauche. Les catholiques, on aura vraiment plus de buzz. D'extrême gauche. C'est une question fondamentale. En vérité, depuis l'origine du catholicisme, depuis la naissance de Christ, de Saint Paul, de Saint Pierre, il y a une dialectique dans le christianisme et dans le catholicisme. C'est qu'il est à la fois
une religion comme les autres, c'est-à-dire un lien. Vous savez, religion, ça veut dire relier les hommes, les vivants aux morts et les vivants à la divinité. Et ça, c'est, j'allais dire, traditionnel. C'est la terre et les morts, comme aurait dit Barrès. Et c'est là la grande différence, il y a, la langue le dit, catholicos, ça veut dire universel. Et donc il y a une dialectique, un tiraillement et parfois un affrontement entre une religion séculière et à côté de soi et l'universalisme catholique. C'est un affrontement qui court tout le long de l'histoire du christianisme. On l'a vu avec le pape. Entre Saint Paul et Saint Pierre, au XVIIe siècle, entre Fénelon, qui dit nous devons plus au genre humain qui est notre grande patrie qu'à la petite patrie où nous sommes nés, et Bossuet qui lui dit mais pas du tout, nous sommes des Français soumis au roi de Louis XIV, etc. Et vous avez tout à fait raison, quelques jours avant la mort du pape, l'affrontement entre J.D. Vance, qui lui rappelle ça, qui est du côté de Bossuet, qui cite Saint-Augustin, et le pape qui, alors qu'il va mourir, a encore la force de lui rétorquer violemment que ce n'est pas du tout ça, et en gros, de parler comme Fénelon et de lui dire que le catholicisme est d'abord un universalisme. Les catholiques de gauche sont là-dedans. Je pense, sans du tout mépriser quiconque, et en disant bien qu'il y a les deux tenants dans la religion catholique, que je ne nie pas. Mais je pense que depuis 40 ans, depuis Vatican II et depuis les années 60, nous sommes allés beaucoup trop loin dans la conception universaliste du catholicisme, et que c'est en train de tuer et le catholicisme et la France. Donc nous devons redécouvrir, et c'est pour ça que j'affronte les catholiques de gauche. J'ai vu un papier un peu ridicule dans La Croix qui fait semblant de ne rien comprendre à ce que je dis, mais parce que tout simplement ils sont en opposition à ce que je dis. Ce sont des catholiques de gauche? Ce sont des catholiques de gauche qui considèrent que la France doit être une terre... Les gars, déjà, la manière dont sont traitées les religions en France, bon, surtout l'islam, on en parle tout le temps, les gars. Pour moi, je pense sincèrement que la religion, c'est dans le domaine du privé. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un Zemmour. Il est tellement inspiré par l'Amérique. Mais pas forcément que l'Amérique de Trump. Mais je ne sais pas s'il a vu La Servante écarlate. Donc, je vous conseille de regarder cette série, les gars, qui peint une Amérique qui a... je crois, alors, c'était quoi le scénario de La Servante écarlate déjà? Je crois qu'il y a un virus... Il n'y a plus de population, il y a une forte baisse de la natalité. Et en gros, la religion a pris le pas sur l'Amérique, sur les États-Unis. Et on force, on va dire, les femmes à avoir des enfants, etc. Il y a viol, agression sexuelle. Bref, c'est une série qui est assez violente. Mais elle est extrêmement intéressante. Genre vraiment, la série, elle est très très intéressante. Je vous conseille de regarder La Servante écarlate. Je crois que c'est extrait d'un livre. C'est extrait d'un livre d'une Amérique dystopique. Mais je vous conseille de regarder ça. Mais le fait que des hommes politiques veulent redonner du buzz au catholicisme, ça traduit vraiment d'une envie de ne plus avoir voilà, cet état, ben, vous avez dit, hein, c'est l'état laïque, le fait qu'on ne parle plus de religion, ni à la télé, ni à table entre ses parents, etc., ni dans la vie courante. Voilà, on va vivre une drôle d'époque, les mecs, hein. On va vivre une drôle d'époque l'année prochaine. Oh là 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 là. Mais on peut le considérer comme du clientélisme. Exactement, coquet. Quand c'est pour l'islam, Mélenchon, la gauche en général, ils font du clientélisme envers les musulmans. Mais quand c'est ça, le mec, il a écrit un livre, il a littéralement écrit un livre sur une seule religion, veut redonner du buzz au catholicisme, mais il fait pas du clientélisme, là. Il fait pas du... Genre... Je sais pas, je comprends pas. Les journalistes, vous faites pas votre travail, genre, je sais pas. Je pose la question, hein. Ouverte, et qu'on doit accueillir des millions de musulmans qui vont détruire le catholicisme. Parce qu'ils vont la remplacer par une religion qui n'a... Ah, les musulmans versus catholiques. Écoutez ce qu'il a dit, hein. De musulmans qui vont détruire le catholicisme. Parce qu'ils sont d'opposition à ce que je dis. Ce sont des catholiques de gauche? Ce sont des catholiques de gauche qui considèrent que la France doit être une terre ouverte et qu'on doit accueillir des millions de musulmans qui vont détruire le catholicisme. Parce qu'ils vont la remplacer par une religion qui n'a absolument rien à voir avec le catholicisme. Vous savez, vous savez... L'islam, toujours l'islam. 20 minutes de vidéo, j'ai cru qu'il allait pas parler d'islam, hein. Il a fallu 20 minutes, les mecs, putain. Capturer la Croix, qui est quand même un journal. Vous savez, chère madame, au début du XXe siècle, il y avait un affrontement, comme je vous l'ai dit, entre les socialistes et les républicains qui voulaient agresser, entre guillemets, le catholicisme et ceux qui le défendaient. Il y avait une opposition entre Barrès et Jaurès. Et Barrès avait dit, vous allez voir, quand vous aurez réussi à détruire le catholicisme, il y aura une religion de remplacement qui sera plus âpre, plus intolérante et plus violente. Et
ici, il relève justement Dofla la raison pour laquelle il s'attaque à l'islam, parce que l'islam est une religion qui est très pratiquée, et moins le christianisme. Oui, parce qu'il a parlé de la foi, etc. Et quand on avait écouté Zemmour sur CNews la semaine dernière, il expliquait que l'islam est une religion de pratiquants. Alors, c'est une religion qui est aussi basée sur la foi, mais c'est surtout une religion de pratiquants, contrairement au christianisme. Donc, ce qu'il veut faire, et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il y a une sorte de culpabilisation du français blanc qui ne fréquente plus les églises, qui ne pratique plus sa religion. Et ça, Zemmour, à travers son livre, j'ai le sentiment, et Pierre-Édouard Sterrin, c'est la même chose, les mecs. Hein. D'ailleurs, Bolloré est un catholique qui pratique. Ses enfants, pareil, ils pratiquent beaucoup leur religion. Alors, je ne sais pas si ça respecte le carême, etc. J'en sais rien, les mecs. Faudrait lui poser la question. Mais Zemmour, il veut justement redonner du buzz au christianisme, mais aussi à travers la pratique. Si tu ne pratiques pas ta religion, si tu ne fréquentes pas l'église, c'est pas normal pour lui. À ses yeux, ce n'est pas normal. Voilà. Il a le seum. Voilà, il a le seum. Il a le seum qu'il y a une baisse de fréquentation dans les églises. Ça, c'est pas le problème des musulmans. Le musulman, il s'en fiche, genre. Le musulman, il pratique sa religion, il est français, il vit dans un pays, il travaille, il a sa vie de famille. Qu'est-ce qu'il en a à foutre du catholicisme? Vous pensez que le musulman, il est content de se dire qu'il y a moins de chrétiens en France, donc tant mieux? Mais je pense que le musulman, il s'en bat les couilles, gros. Il s'en bat les couilles, frère. Il nous fait chier, Eric Zemmour. Il se hante le seum. Bah ouais, ma gueule. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il avait prévu. Nous sommes exactement aujourd'hui. Alors, Bruno Poncet, avant Barbara Lefebvre, Bruno Poncet. Après, moi, j'ai lu vos livres sur la foi. Moi, j'ai quand même une éducation religieuse. Moi, je pense qu'on peut être français, c'est aussi de se dire de Pascal, mais aussi de Voltaire. Et vous mettez en opposition, évidemment, parce que Voltaire, évidemment, est anticlérical. Mais moi, je pense que c'est ça, un Français. Un Français, c'est ces deux nuances-là. Et effectivement, on doit vivre avec... Ça peut être aussi un bouffeur de curé, quoi. Voilà, Non, mais on peut être les deux, en fait. Je peux vous répondre? Voilà, après, je vais venir après sur autre chose, mais je vais... Très bien, je vous réponds très vite. Vous avez 1000 fois raison. Voltaire est un enfant des jésuites. Oui. Et son anti-cléricalisme est le produit du catholicisme. C'est le catholicisme qui a inventé, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'individu. Sauf qu'au fil des siècles, cet individu libre s'est révolté contre le magistère de l'Église. Et ça donne l'affrontement entre les deux. Et vous avez tout à fait raison, la dialectique entre Pascal et Voltaire, c'est la France. Et ça donne oui. les droits de l'homme. Et après, les droits de l'homme qui sont les évangiles laïcisés, en fait. Exactement. Et un deuxième sujet, moi, qui m'a touché dans votre livre, c'est que vous dites, oui, les églises aujourd'hui sont pillées, elles sont... Alors bon, vous exagérez toujours, c'est un peu votre marque de fabrique. Pas du tout. Non. Non, mais moi, j'y vais... Alors moi, les églises, j'y vais tout le temps, je suis T'as là. vu les statistiques du ministère Ouais, de l'Intérieur? moi, Non, mais c'est j'exagère. vrai qu'il y a beaucoup de vols. Il y a un vrai sujet, c'est Oui. qu'en fait, maintenant, si vous enterrez quelqu'un en province, Mhm. vous n'avez plus de curé en face de vous. Vous avez des dames de 60, 70 ans, voire même plus, qui font les diacres Mhm. et qui vous font un enterrement et qui vous expliquent à la fin, parce que moi, malheureusement, j'ai enterré pas mal de personnes de la dernière année, à Vierzon d'où je viens, il n'y a pas de curé. Ce qui est quand même extraordinaire. Il y en avait un partout, il n'y en a plus. Et qui vous disent à la fin, écoutez, moi j'ai 60 ans, 70 ans, dans un an ou deux, je vais arrêter, il n'y aura plus personne pour faire un enterrement. Et là, on se dit, moi je trouve que la déliquescence de l'Église aussi, c'est de sa propre faute. À garder le célibat du prêtre et compagnie, on voit bien à où ça nous a emmené. Je pense qu'il y a un vrai sujet, une sociologie là-dedans. Mais par contre, la religion catholique aussi, ça fait son mal. Moi, je veux bien, vous avez raison, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se revendiquent de catholicisme. On l'a vu aux jeunesses. JMJ, au JMJ, on l'a vu au pèlerinage de Chartres, on l'a vu dans les églises traditionnalistes. Merci, Kaga, pour les 30 mois de seum. Qui voudraient faire le pèlerinage. Formidable. On le Voilà, voit c'est même comme ça. sur... Absolument. Sauf que On voit l'Église même sur en France TikTok et les aujourd'hui, réseaux elle est sociaux. en déliquescence. Et moi, je pense que l'Église aujourd'hui Alors, joue mal son coup parce qu'elle est là que pour les puissants. Et c'est les Noirs qui prennent la relève, ça les fait bugger. Alors, faut savoir, les gars, la dernière fois, alors ça remonte un petit peu quand même. Quand j'étais à la dernière messe, donc c'était la messe de Pâques, j'avoue qu'il y a beaucoup de Noirs. Et ça, je pense que ça va emmerder l'extrême droite parce que eux, ils veulent le buzz, ils veulent le rebuzz du catholicisme, mais pas le catholicisme des Noirs, non. Eux, pour la fréquentation des églises, c'est par des Blancs. Par des Blancs, les mecs. Des Blancs catholiques. Ils veulent pas de Noirs, gros. C'est ça. Et moi, dans mon église, alors je ne sais pas comment ça se passe sur Paris, un jour je ferai l'expérience, les mecs. Un jour, je ferai l'expérience d'aller dans une église catholique au cœur de Paris pour voir un petit peu les couleurs de peau. Non, parce que je les connais, ces mecs-là, hein, parce qu'ils veulent donner du buzz à l'église, mais l'individu ne doit pas être de couleur noire, je te le dis, mon gars. Hein. Il y a de tout. Ouais, il y a de tout, les gars, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Mais eux, ils veulent pas qu'il y ait de tout. Exactement. Ils veulent pas qu'il y ait de tout. Et moi, je suis le fait d'accord qu'il n'y ait avec plus de vous. prêtres, le fait Ah non, mais que- attendez, il y a deux choses différentes. Oui. Il y a, je vous ai dit, nous payons
un phénomène de déchristianisation qui remonte au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, justement, dont la responsabilité est Voltaire, hein, écraser l'infâme. Et on est allé très très loin là-dedans, avec le soutien de la République. C'est ça le problème de fond. Et le résultat aujourd'hui, c'est que vous avez raison, l'Église, au nom d'un discours, moi je dis de façon coutumière, d'ONG. L'Église en France est transformée en une ONG. C'est pas le rôle de l'Église. Et vous avez raison, il y a une crise, elle a aggravé ce rôle. Vous avez vu, dans le livre, je critique sévèrement, je cite Alain Besançon, qui disait elle ne cesse de faire des erreurs. Les mêmes erreurs que face au communisme, elle les refait face à l'islam. Donc je suis très critique vis-à-vis de l'Église. Mais je pense aussi qu'il y a des braises. Je pense qu'il y a un espoir. À cause de ce que je vous dis, il y a une jeunesse, en vérité, à qui on a enseigné, on n'a rien enseigné, qui ne connaît rien, et qui découvre la religion à travers un rapport conflictuel avec les jeunes musulmans qui, eux, ont une conception identitaire de la religion et qui leur dit « moi, je suis musulman ». Sous-entendu, toi, t'es rien, t'es un infidèle, etc. Et en face, ils se posent des questions en disant « qu'est-ce que je suis ? Qui suis-je ? En quoi dois-je croire ?» Et je pense beaucoup à cette réaction identitaire qui permettra, dans un second temps, une éventuelle un ressourcement de la foi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut d'abord se réapproprier son identité culturelle et civilisationnelle, et la suite nous sera donnée de surcroît. Je reviendrai Alors, sur ça. Barbara Lefebvre. Moi, je voudrais revenir à votre sous-titre sur la question du sursaut judéo-chrétien. J'ai un problème avec cette notion. Bien sûr, il y a un lien filial entre le christianisme et le judaïsme, qui n'existe pas entre le judaïsme et le christianisme, mais ce sont des religions qui sont antagonistes. Après, bon, pour résumer un peu ce qu'il veut dire, il n'y a pas cette culture, il n'y a pas dans la scolarité de l'élève, on n'enseigne pas les religions. Bon, après, il y a cette volonté d'avoir une république laïque, etc. Et je me rappelle alors, je ne sais pas si c'est votre cas, les gars, mais j'ai pas appris les religions à l'école, moi. Si. Il n'y a pas de... Au collège? Ah ouais? C'est quoi le nom du programme? On connaît les religions monothéistes, mais on n'a pas été dans la profondeur, genre, on n'a pas été... qu'est-ce que c'est que le christianisme? On cite la Bible, on regarde un peu ce qu'il y a dans le Coran. Ah ouais? Non, mais les mecs... Que dalle, hein? Franchement, que dalle. Bah non, ou alors j'étais absent. Attends, tu sais chez l'école, toi, hein? Toi, tu sais chez l'école, hein? Ouais, mais vite fait, les mecs, vous voyez ce que je veux dire? Genre, si par exemple... dans le programme scolaire, il y a 2%, dans le programme total, il y a 2% qui concernent la religion, enfin les religions monothéistes. Bon, je pense que Zemmour, il va passer de 2% à 50% peut-être à la limite. Mais bon, comme on est dans une république laïque, bon, pas la place de ça dans les programmes scolaires, quoi. Là, quand on était gamin, on ne parle pas directement des religions, mais t'as quand même Clovis, etc. Oui, bien sûr. Après, il n'y avait pas ce focus. Vraiment, il n'y avait pas ce focus de qu'est-ce que c'est qu'un concordat, par exemple en Alsace-Moselle, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre, qu'est-ce que c'est le christianisme, mais vraiment dans sa profondeur, vraiment dans cette recherche scolaire de qu'est-ce que c'est que le christianisme. Moi, j'avais pas ça au collège, les mecs. Hein. Alors, j'avais pas du tout ça au collège. Vraiment. Hein. On t'apprend le darwinisme en CP-CE1, donc on t'apprend à être athée. Putain, je sais pas si les programmes scolaires varient d'un collège à un autre. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même universel, non? Sauf dans les écoles privées à la limite, mais bah ouais, quand même. Le darwinisme carrément, putain! Sur les fondamentaux. Et Putain. justement, et c'est intéressant parce que vous avez évoqué le fait de vous parlez en tant que juif d'Algérie. Et ça, c'est très significatif dans cette conception je suis pas né en Algérie. Hein, non, bien sûr, mais en tant que... Non, mais vous êtes l'héritier de la mentalité Absolument. des juifs d'Algérie. Ça, je suis d'accord. Qui sont devenus les Israéliens. Ah ouais, pour lui, faut pas avoir un pied en Algérie. Ah, je ne suis pas en Algérien, attention. Je ne suis pas né en Algérie. Les juifs marocains, hein. les juifs tunisiens, etc. Bon. Or, là, cette alliance judéo-chrétienne, il me semble que, précisément, peut-être que ça serait que le judaïsme, qui est une religion nationale, c'est-à-dire un Dieu, un peuple, une terre, viennent essayer de redonner une sorte de vigueur identitaire à un christianisme qui a perdu précisément cette notion d'identité culturelle. Parce que l'islam et le christianisme sont deux religions qui ne sont pas des religions nationales. Et ce sont deux religions qui ne sont pas des religions de peuple. Ce sont des religions universelles. Alors la question. De conquête. Non, mais c'est important ce que je voudrais dire. 2 secondes. Oui, surtout que je ne suis pas d'accord. Mais donc c'est très bien, je vais pouvoir... Ce sont deux religions de conquête universelles
Le judaïsme, c'est justement une religion d'équilibre entre le particulier et l'universel. Et je ne suis pas d'accord avec vous, c'est une religion dans laquelle l'individu est absolument libre de ses choix. Le libre arbitre, c'est dans le judaïsme, c'est pas le christianisme qui l'a inventé. Mais en même temps, c'est une communauté, donc ça rejoint l'islam. Donc, comment est-ce que vous articulez cette alliance judéo-chrétienne? Et je vais vous poser une dernière question. Cette alliance judéo-chrétienne, elle va être d'autant plus difficile à faire en France aujourd'hui, puisque après le 7 octobre, une grande partie des Français juifs se sont sentis désaffiliés de leur identité quasi israélite que vous décrivez ici, puisqu'on a vu le 7 octobre à 17h exploser l'antisémitisme, c'est-à-dire même pas un minimum d'empathie par rapport à ce qu'avaient vécu les Juifs en Israël. Je vais répondre assez court parce que... parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, non, mais là, malheureusement, il y aurait très peu. Très vite. Moi-même, si vous m'avez lu, vous le savez, je me suis longtemps méfié de cette notion de judéo-christianisme. D'une part parce que je n'ignore pas que ce sont deux religions différentes, même si elles sont reliées par un lien filial, et qui sont même été antagonistes. En gros, les Juifs trouvent scandaleux le fait de dire qu'un homme peut être Dieu, et de l'autre côté, les chrétiens trouvent scandaleux que les Juifs ne croient pas que la bonne nouvelle est arrivée du Messie. Très bien. Deuxièmement, je ne veux pas, surtout pas, de syncrétisme idiot entre les deux religions. Mais, j'ai lu Renan. Et Renan vous explique, c'est lui qui forge le concept de judéo-christianisme, c'est lui qui l'invente. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il y a eu dans toute l'histoire d'Israël des prophètes qui élevaient le niveau moral du peuple d'Israël. Daniel, Élie, etc. Et que Jésus est l'ultime prophète. Et que donc il y a un lien entre le prophétisme juif et le christianisme. Deuxièmement, je pense, contrairement à vous, et je l'ai même constaté pendant ma campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a une alliance de fait entre les jeunes juifs et les jeunes chrétiens. Ce n'était pas évident avant. Et parce qu'ils ont compris tous les deux qu'il fallait défendre l'identité chrétienne pour défendre la France contre l'islamisation du pays. Par ailleurs, je tiens... Ah ouais, c'est vraiment le featuring juif chrétien versus les musulmans. Putain, le portrait qu'il est en train de nous peindre, c'est vraiment abusé. Mais qu'est-ce qu'il raconte, les gars? Qu'est-ce qu'il raconte, putain? À vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit ensuite. Je vais en vrac parce qu'on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Premièrement, je pense au contraire que le 7 octobre a vu une sympathie, une solidarité des autres Français pour les Français juifs après ce qui s'était passé. On n'avait jamais vu ça. Laissez-moi répondre, j'ai pas beaucoup de temps. On n'avait jamais vu ça depuis la guerre des 6 jours en 67, et je peux vous dire que moi je m'en souviens quand j'étais enfant. Deuxièmement, la montée de l'antisémitisme que vous dénoncez à juste titre, elle est le fait de l'immigration arabo-musulmane et de leurs alliés woke et extrême gauche. Ah oui, c'est pas la France ça. Non, c'est pas la France. Je suis désolé, c'est pas la France. Mais les minorités tyranniques, elles peuvent aller très loin. Mais ce n'est pas la France. Donc arrêtez de dire, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne me suis pas senti désaffilié à la France. Au contraire, je suis plus que jamais le juif d'Algérie que vous moquez, mais il y en a beaucoup. Les gens viennent me parler, vous savez. Moi aussi, les gens viennent me parler, ils me disent, beaucoup de juifs sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme qui vient du milieu arabo-musulman avec leurs alliés gauchistes. Donc il faut qu'ils nous rejoignent dans ce combat pour la rechristianisation du pays et pour sauver la France. C'est terminé, merci Éric Zemmour. La rechristianisation voilà, la rechristianisation, les mecs. Vous voyez, on y est. Mais ce n'est pas dit pour un sursaut judéo-chrétien chez Fayard. Tiens, il y a un anniversaire là en ce moment, c'est Giorgia Meloni, ça fait 3 ans qu'elle est au pouvoir, la chef du gouvernement italien. C'est un modèle pour vous? Non, vous savez, moi je n'ai pas de modèle, je regarde ce qui se fait à l'étranger. Elle a fait l'Union des droites dans un contexte radicalement différent. Elle a fait l'Union des droites, elle était à 2% et après elle est montée à 25% et elle a battu. Et elle rassemble des gens qui ressemblent au RN d'ici et qui au LR d'ici. Ouais, c'est un peu ma ligne, la ligne de Giorgia Meloni. C'est pour ça. Mais il y a plus globalement, un mouvement occidental. Vous pouvez citer Trump, vous pouvez citer Orban, vous pouvez citer les Danois, les Hollandais. Il y a un mouvement occidental pour exactement ce que je défends ici, c'est-à-dire la défense identitaire de notre civilisation. Et nous sommes à Reconquête le seul à le faire, chère madame, puisque LR le fait mollement et que le RN refuse de le faire. Il est même hostile à cette défense de l'identité de la France. Merci Éric Zemmour.